c'est Erin Conné pour Comment Art Oratoire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que rien qu'au titre, vous êtes hyper excités de la regarder, tout simplement parce que c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais que vous m'avez énormément demandé. Sauf si vous vivez dans une grotte ou dans une tanière ou dans je ne sais quoi, je pense que vous êtes au courant qu'en ce moment, en France, c'est les élections présidentielles. Du coup, on m'a demandé si j'étais OK pour analyser le débat du second tour qu'il y a eu entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron hier. Alors, autant vous dire que j'avais vraiment pas prévu de faire une analyse de discours et franchement, j'avais trop la flemme parce que c'est les vidéos les plus longues à monter qui demandent le plus de préparation et moi, je suis une petite flemmarde. Mais comme je vous aime beaucoup et que je vous préfère à ma flemme, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, on va regarder le débat et on va l'analyser. Donc, j'ai retenu certains temps forts, certains moments intéressants. J'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et puis je vous laisse avec la suite, c'est parti. First of all, les amis, Comment Art Oratoire possède maintenant 2 formations en ligne. En effet, j'ai sorti une nouvelle formation sur la confiance en soi et la gestion du stress. Je vous mets la capture d'écran de cette formation à l'écran pour que vous puissiez la prendre. On me demande souvent, mais Erin, comment est-ce qu'on fait pour réserver une séance de coaching? Eh bien, Erin ne fait plus de séances de coaching. Donc, je tenais à vous le dire, je ne coach plus en individuel. Par contre, mes formations en ligne sont toujours là pour vous. Donc, que ce soit au niveau de la prise de parole, du charisme, de votre capacité à captiver le public et tout ce qui s'ensuit, les formations en ligne sont là pour ça. Vous avez également les e-books qui sont là. N'hésitez pas à les télécharger. C'est vraiment le moment de se refaire une petite santé en termes de prise de parole. Et puis, bien évidemment, si vous êtes une entreprise, eh bien, vous pouvez contacter Comment Art Oratoire pour qu'on vous aide avec mon équipe, dans votre stratégie de communication, dans votre manière de vous exprimer, dans vos prises de parole en public, interviews, conférences et tout ce qui s'ensuit. Maintenant que je me suis représentée, que j'ai représenté les activités de Comment Art Oratoire, que l'analyse de discours commence. Dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre juste pour vous... Alors, vous voyez là, c'est très intéressant parce qu'elle commence à parler avant même que l'émission ait commencé. Ça, c'est un truc que je vous conseille absolument de ne pas faire. Je sais pas ce qui s'est passé à leur niveau, si on lui avait dit que on était déjà en direct ou quoi, et donc elle a commencé à introduire ou quoi. Mais c'est très, très, très important de s'assurer que lorsque vous parlez, c'est le moment où les gens vous écoutent, c'est le moment où les gens sont attentifs. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va se mettre à parler dans le brouhaha ne va naturellement pas être écoutée. Indirectement, les gens vont se dire que si elle se permet de parler dans le bruit, c'est que ce qu'elle a à dire n'est pas important. Parce qu'une personne qui a quelque chose d'important à dire le dit dans le silence absolu pour être sûr que l'information pénètre les esprits de chacun. Donc ça va être très important lorsque vous prenez la parole en public de toujours parler dans le silence. Ça, c'est la base. Avant de commencer à parler, on s'assure que tout le monde nous écoute et ensuite on démarre son propos. M'apporter sa confiance dimanche prochain, je serai la présidente du régalien, c'est-à-dire de la renaissance démocratique, des protections collectives, de la liberté, de la souveraineté et puis de sa sécurité. Je serai aussi la présidente du quotidien, de la valeur travail, du pouvoir d'achat, de l'école, creuset du savoir. Alors ça c'est top, elle a bien commencé pour le coup son débat dans des envolées lyriques. Donc c'est une très belle manière de commencer, elle commence dans quelque chose d'assez poétique. Je serai la présidente, je serai la présidente, je serai la présidente. Si vous êtes un habitué de la chaîne, vous savez que ça c'est ce qu'on appelle des anaphores, le fait de répéter le même début de phrase constamment, ça met du rythme, c'est poétique, c'est joli, c'est beau à entendre. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour lui faire remporter le débat ? On verra. Marine Le Pen, vous avez la parole en premier. Avec une inflation qui risque de s'installer dans la durée, qu'allez-vous faire concrètement pour aider les Français? D'abord, je suis obligé, là encore, d'être le porte-parole des Français. Parce que, Monsieur Macron, je vous ai entendu, avec votre gouvernement, vous réjouir d'avoir augmenté le pouvoir d'achat des Français. Moi, je n'ai vu que des Français qui m'ont parlé de leurs problèmes de pouvoir d'achat.
Alors là, on voit qu'elle a vraiment du mal à rentrer dedans. Les premiers mots sont hésitants, elle réfléchit, elle cherche les mots. Ça se voit qu'elle savait pas trop par où commencer. Après, souvent, les débuts de prise de parole, c'est assez tacite, c'est assez, assez peu entraînant finalement parce que il faut laisser le temps à la personne de se mettre dans le bain, etc. On verra par la suite qu'après, elle s'est mise dans le rôle. Mais c'est vrai que dès le départ, elle a l'air un peu stressée, un peu mal à l'aise, un peu intimidée. Elle fait bonne figure, mais ça se sent. Et surtout, il y a beaucoup de il y a beaucoup d'hésitation. Le je vous ai dit, qui traduit le doute. En réalité, on dit lorsqu'on réfléchit, mais comment c'est interprété? C'est interprété comme une personne qui doute, comme une personne qui n'est pas sûre d'elle, comme une personne qui n'est pas sûre de ce qu'elle dit. Mais en plus, vous-même, regardez à l'image comment Emmanuel Macron est, dans une posture très professorale, j'ai envie de dire, très jury d'examen. Et donc, je pense que ça aussi, c'est déstabilisant, parce que Emmanuel Macron sait jouer de son langage non verbal. Il est très, très fort pour transmettre n'importe quelles émotions par son langage non verbal, par ses mimiques du visage. Et je pense que vous avez pu le constater, puisque de toutes les manières, il a eu plein de mèmes sur les réseaux sociaux suite à ce débat. Voilà les premières mesures de pouvoir d'achat, à la fois pour le blocage des prix, plus efficace que la baisse de la TVA, et pour revaloriser le travail. D'un mot sur l'allocation adulte handicapé, elle a été conformément à des ordres. Là, vraiment, il commence tout de suite à imposer le respect, entre guillemets, dans le sens où elle a voulu parler et vous avez vu, il a fait ce geste avec sa main pour lui dire « je suis en train de parler, en fait ». Et donc, elle s'est tue directement. Alors, en réalité, c'était pas son temps de parole, donc j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal qu'elle se soit tue, mais tout de suite, en fait, ça la monte dans une posture de soumission où elle a quelqu'un, en fait, qui est clairement en train de la dominer dans le débat, au point même où quand il fait ça, elle se tait. Et ça donne la dynamique et tout de suite, ça la met dans une position inconfortable pour la suite des propos. Et moi, je pense vraiment dans un débat, tout se joue dans les premières minutes, dès les premières secondes. Tout se joue à ce moment-là. Dès le départ, on sait qui a gagné, qui a perdu. Et dans un débat, lorsque tu te fais dominer dès le départ, c'est très difficile de remonter la pente. Et c'est une surprise pour personne. Moi, je trouve en tout cas personnellement que le débat était très moyen, mais surtout que Marine Le Pen a été vraiment médiocre. Je suis désolée de le dire, mais vraiment en termes d'argumentation et autres, c'était vraiment pas ça, c'était creux, etc. Moi, je suis ici pour vous donner mon avis et c'est un avis totalement apolitique, c'est-à-dire que je ne juge que les faits, que la manière de s'exprimer et tout ce qui s'ensuit. Et vraiment, on sent qu'elle a été déstabilisée dès le départ et que c'est cette déstabilisation-là qui a été très difficile. Mais après, en face d'elle, il faut pas oublier qu'elle a un requin. Macron, c'est un requin de la prise de parole. Ça, je vous l'ai toujours dit, même quand j'ai analysé le sommet Afrique-France, le monsieur est trop fort. Il nous donne des masterclass, littéralement. Et clairement, il a tout fait pour la déstabiliser. Et c'est ce qu'on va voir là même en continuant d'avancer. Beaucoup plus simple de leur rendre de manière pérenne leur argent, parce que c'est leur argent. Emmanuel Macron, vous avez une petite minute de retard. Vous n'avez répondu à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Bien sûr. Non, mais... Bim. Ouf. Là, ça, c'est les punchlines. Emmanuel Macron, il est connu pour ça. Et en fait, ça, c'est très dangereux. C'est un jeu très dangereux que de ne pas répondre à une question. Généralement, forcément, dans un débat, quand on te pose une question, c'est parce qu'on présume que tu auras du mal à répondre. Et comme on veut gagner le débat, on te tend un petit piège. Et là, vous pouvez voir qu'il lui fait clairement remarquer que, ok, tout ce blabla, mais en gros, t'as pas répondu à ma question. Et ça, encore une fois, c'est des postures qui rabaissent encore plus. Parce que il souligne le fait qu'elle a été en incapacité de répondre à une question. Et donc, dans un débat politique, forcément, ça décrédibilise parce qu'on se dit « Ah, elle ne maîtrise pas le sujet. Si elle a tourné autour du pot, mais qu'elle n'a pas répondu directement à la question, c'est que quelque part, elle ne maîtrise pas. » Et donc là, c'est encore un point qu'il prend par rapport à elle, qu'il prend sur elle. Et donc, c'est vraiment une masterclass, ce débat, parce que vous voyez à quel point c'est un jeu que de gagner un débat. Et c'est vraiment à qui sera le plus fort. Et après, on le voit par sa réaction, elle est un peu déstabilisée. Enfin, elle fait un petit... Mais en gros, vous voulez qu'elle dise quoi? Elle-même, elle sait qu'elle n'a pas répondu à la question. Là, on rentre dans une phase très dangereuse du débat. Et pour moi, c'est vraiment là qu'il l'a tué. Mais parce que, franchement, il est rentré dans une discussion un peu plus privée. Parce que même si on sait déjà que Madame Le Pen a contracté des prêts au niveau de la Russie, le fait qu'ils mettent ça en mondio, visio comme ça, à la télé, sur le tapis devant des millions de téléspectateurs, c'est clairement un moyen de la déstabiliser. Et je pense qu'elle s'y attendait pas et qu'elle a dû être très choquée parce que quand vous voyez sa réaction dans les minutes qui vont suivre, c'est assez ouf et c'est très malin de sa part. Clairement, il a fait une attaque ad nominem. Il l'a attaquée sur sa personne et sur ce qu'elle fait en dehors de ce débat présidentiel et de ce débat télévisé. Et
Franchement, il faut avoir énormément de répartie pour pouvoir remonter le niveau et pour pouvoir remonter la pente après qu'on nous ait attaqué sur un fait de notre vie privée. Ça, c'est clair. Bon, après, c'est pas une vie si privée que ça parce que c'est un fait lié à son parti politique, mais voilà quoi, on se comprend. Quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Et là, vous voyez, on a un ton très paternaliste, en fait, d'Emmanuel Macron, qui lui dit clairement que, écoute, on sait tout ce que t'as fait. Enfin, vous voyez, il y a une certaine rigidité, et je vous dis, mais le monsieur, là, est trop fort. Le monsieur est trop fort. Il te piège, en plus, il te regarde mal. Oh, mais non, c'est grave. Franchement, et même, vous le voyez à son expression faciale, enfin, je pense que dans sa tête, elle devait se dire, ah, quel connard. Genre vraiment, je pense vraiment qu'elle était en train de l'insulter dans sa tête parce que pour le coup, bah, c'est très bien envoyé. Alors là, vraiment, il a envoyé là où il fallait envoyer. Moi-même, quand j'ai vu ça à la télé, j'étais en mode, ah non. Mais le monsieur là est méchant, hein. Oh. Mais bon, c'est le jeu, hein. Ni vous ni vos représentants ne sont là. Ni vous ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard s'il y a 5 ans, la Russie... C'est ce qu'il fait, c'est vraiment une belle manière de la décrédibiliser. Parce que vraiment, vous vous rendez compte que là, il est en train de la traiter comme une enfant et de dire en Mondiovision que, mais écoutez, vous avez des preuves, vous n'êtes pas impartial, donc entre guillemets, vous n'êtes pas légitime parce que finalement, vous ne pouvez pas être pleinement autonome vis-à-vis de vos décisions en lien avec la Russie puisque vous leur devez de l'argent. Et donc, c'est quand même assez de dire ça devant tout le monde. Donc forcément, là, elle était dans une très mauvaise posture. Hein. Je pense qu'elle a passé un mauvais quart d'heure. Marine Le Pen, Monsieur vous avez Macron. évidemment le pouvoir de répondre à ce que Merci. vient de dire Emmanuel Macron. Vous dépendez du pouvoir russe, vous dépendez de Merci. Vladimir Poutine. D'ailleurs, Emmanuel Macron, parce que il a accès à l'intégralité des informations des services français, C'est public. sait pertinemment que ce qu'il dit est faux. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Alors, on sent qu'elle est quand même en colère, même si elle se contient, elle est quand même assez énervée. Mais j'aime beaucoup, néanmoins, sa manière de répondre avec autorité. Enfin, d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue oratoire, sa manière de s'exprimer est très bien. Je défendrai toujours les Français. Vous savez, il y a un ton ferme pour dire que elle blague pas, en fait. Et pour le coup, je trouve qu'elle a plutôt bien répondu. En revanche, là où pour moi elle n'a pas du tout assuré, c'est qu'elle aurait pu l'attaquer sur tellement de points, mais tellement de points, vous vous en rendez pas compte. Je sais pas, sa gestion de la crise sanitaire, mais dans le détail, avec des faits concrets ou quoi que ce soit. L'affaire Rothschild-Gate, je ne sais pas, mais il y avait tellement de points sur lesquels elle aurait pu rebondir pour le casser. Et non, je pense qu'elle a été totalement déstabilisée justement par le fait que elle avait été touchée en plein cœur, elle avait été touchée à vif, et donc elle a plutôt adopté une posture de colère aux dépens de l'argumentation qu'elle aurait pu rajouter derrière. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. Je soutiens une Ukraine libre qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position, c'est la même. C'était la même en Irak en 2003, c'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. Alors, ce qu'elle fait là, c'est clairement un argument d'autorité. Venir mettre un tweet comme ça, on le sait déjà que Emmanuel Macron ne peut pas réfuter ses propos. Il ne pourra pas dire le contraire parce que le tweet est sous ses yeux. Donc ça, c'est une bonne technique, une bonne astuce. Je sais que ça fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, mais n'empêche, vous riez, mais c'est un moyen vraiment de crédibiliser son propos et c'est une bonne technique en soi. Les arguments d'autorité, c'est des arguments qu'on peut prouver. Ils visent à convaincre le public de ses propos. Et là, pour le coup, je veux dire, sur cette question-là, personne ne peut dire bip parce qu'elle a le tweet à l'appui pour le montrer. Alors après, c'est malin parce que j'imagine qu'elle a dû mettre peut-être dans son parcours d'autres tweets qui allaient à l'encontre de ce qu'elle disait parce que vous savez, les politiques, ils aiment bien dire A aujourd'hui et le lendemain, ils disent B. Mais ce qui se passe, c'est que dans tous les cas, Emmanuel Macron n'a pas de tweet retour pour les montrer. Donc à ce niveau-là, elle a gagné. Il y a 5 ans, je note que 80% du programme n'était applicable que si on sortait de l'euro,
On avait tourné autour de l'euro et de l'écu, on n'avait pas bien compris ce qui se passait. Je comprends qu'aujourd'hui... Il lui envoie en plus des pics sur un débat qui s'est passé il y a 5 ans, parce que la discussion euro, écu, etc., il l'avait eu lors du débat de 2017. Donc c'est encore plus un pic qu'il lâche entre quelques phrases pour lui rappeler, entre guillemets, d'où elle vient. Et ça aussi, c'est des techniques de rhétorique pour affaiblir la personne. Je t'affaiblis non seulement par ce que tu me dis actuellement, mais aussi par ce que tu as dit dans le passé. Et je fais allusion à tes propos passé, tout simplement. Et donc ça, c'est assez fort, hein. C'est assez fort. C'est le... Ça, c'est un petit... Moi, je crois dans l'Europe et je crois dans le couple franco-allemand. Je pense que le couple franco-allemand, c'est ce qui nous a permis d'obtenir des accords et d'avancer. Macron dégage une certaine arrogance, de par sa gestuelle, de par son regard. Il la regarde beaucoup dans les yeux et après il regarde sur le côté, il revient dans les yeux. Vous savez, il a une gestuelle un peu « je te méprise ». Et d'ailleurs même, c'est ce qui a été beaucoup dit sur les réseaux sociaux. Les gens étaient là en train de dire « mais il est grave méprisant, etc. » Mais clairement, pour moi, il était dans le rôle de déstabiliser Marine Le Pen le plus possible. Donc clairement, je pense que c'est pour ça qu'il était dans ce jeu d'arrogance, de « je te regarde mal, je te regarde comme ça » et tout ce qui s'ensuit. Clairement. Marine Le Pen, elle, je ne sais pas si vous avez eu tendance à remarquer, mais elle a souvent le regard fuyant. C'est-à-dire qu'un coup, elle regarde Macron, un coup, elle regarde les journalistes, un coup, elle regarde Macron, un coup, elle regarde les journalistes. Tout le long du débat, elle a le regard assez perdu. Finalement, on ne sait même plus qui elle regarde. Et tu sens, rien que par son regard et par le fait qu'elle ne sache pas où le poser, qu'elle est déstabilisée. Oui, mais les charges continuent à être payées dans le pays d'origine. Je suis désolé de vous dire... ce sont des travailleurs détachés, comme que son nom l'indique. Oui, mais je considère que c'est une perte nette pour notre pays et que vous avez raison. Et que du coup, pardon, est-ce que je peux terminer une phrase, s'il vous plaît, monsieur Macron? Est-ce que je peux terminer une phrase? Là, clairement, elle le remet entre guillemets à sa place et ça, c'est une technique qu'on donne pour récupérer sa parole lorsqu'on se fait interrompre, c'est de ou répéter le nom de la personne ou bien concrètement lui faire comprendre que je suis en train de parler. Donc ça, c'est bien joué de sa part et vous allez remarquer que tout de suite, il va se taire, il va se calmer parce que oui, en effet, c'est son temps de parole et qu'elle lui le rappelle bien ça. Monsieur Macron, mais je rappelle que vous êtes le président qui a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans, dont 2 tiers qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais c'est totalement faux, Madame Le Pen. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, dont 2 tiers n'ont strictement rien à voir. Ce sont les chiffres d'ailleurs de vos propres ministères qui évoquent 145 milliards pour le Covid. Tout le reste, c'est de l'aggravation de la dette. Donc, Là, elle prend l'ascendance sur lui réellement, parce qu'elle vient finalement parler de ses résultats, de son bilan, en disant qu'il a alourdi la dette de la France. Donc en gros, il n'a pas trop à parler sur ce sujet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est comment Emmanuel Macron va se rattraper. Parce que se faire prendre une balle perdue, c'est quelque chose, mais en ressortir vivant, c'est autre chose. Et Emmanuel Macron, il est très bon pour se sortir, se décarcasser de toute situation. Et franchement, là, il va le faire avec brio. Vous-même, regardez. Madame Le Pen, alors... Emmanuel Macron, elle a 2 minutes de retard. Elle a 2 minutes de 600 milliards de dettes. Qu'est-ce que vous auriez fait? On a 600 milliards d'euros de dettes. On a baissé le déficit les premières années du quinquennat. Et la dette a commencé à être remboursée. Les 600 milliards d'euros de dette, c'est 200 milliards de la partie État. Le reste, c'est la sécurité sociale et les collectivités locales. Pourquoi? Parce que comme les gens ne pouvaient plus travailler, on n'a pas prélevé leurs cotisations, figurez-vous. Parce qu'on a même fait des décalages, voire des exonérations de cotisations. Mais le quoi qu'il en coûte, Madame Le Pen, vous avez voté contre. Vous auriez fait quoi? Qu'est-ce que vous auriez fait pendant la crise Covid? Marine Le Pen. Et là, c'est comme ça qu'il se rattrape. Et franchement, je trouve ça incroyable, ce retournement de situation, parce que pour le coup, c'est ça. Finalement, comme il n'est pas trop en mesure de se justifier, il y a un côté un peu « ok, j'admets, la dette a augmenté ». Du coup, vous auriez fait quoi? Et ça, c'est très dangereux parce qu'elle s'y attendait pas. Je suis convaincue qu'elle ne s'y attendait pas. Et c'est des questions ultra déstabilisantes parce que c'est des questions très pointilleuses. L'avantage que Emmanuel Macron a, c'est que lui, c'est l'actuel président. Il sait tout ce qui se passe dans les bas-fonds de l'Élysée. Il a énormément de moyens pour pouvoir répondre. Il sait ce qui est envisageable et ce qui ne l'est pas. Donc, il n'est pas dans l'utopie parce qu'il est au gouvernement et il sait ce qu'il se passe. Donc, ça veut dire que là, il prend la main mise sur elle, parce que concrètement, peu importe ce qu'elle va dire, il saura comment lui répondre et il saura comment tourner cette situation à son avantage. Et bien évidemment, comme elle est prise de court et que c'est une question assez complexe à laquelle on ne répond pas comme ça en 2 secondes, c'est tout de suite beaucoup plus difficile pour elle de donner une vraie argumentation. Ça va me permettre de revenir sur... Parce que donc vous ne répondez pas à cette question. Oh si, je vais répondre à tout, y compris à l'intégralité des choses totalement fausses que vous avez pu dire depuis tout à l'heure.
Et là, bah, vous voyez, elle commence en mode oui, oui. Et c'est pour ça, il a compris par son langage verbal et non verbal qu'elle était complètement déstabilisée par la question. En fait, Marine Le Pen a donné énormément de cartouches à Emmanuel Macron pour qu'il puisse asseoir encore plus la position de dominant dans ce débat-là. Et clairement, ben, c'est pour ça, il a bien vu que ça va être compliqué pour elle de répondre à cette question. Et il lui fait savoir. Et en plus, dans une posture vraiment, c'est pour vous dire que c'est comme un adulte qui parle à un enfant, quoi. C'est vraiment ça. C'est ce rôle-là qu'il est en train de jouer vis-à-vis d'elle. Il l'écrase. Le chômage, alors on transfère les uns dans la catégorie B, dans la catégorie C, la A dans la B, etc. Tout ça, ce sont des statistiques qui sont bien connues. Il n'en demeure pas moins que des gens qui cherchent activement un emploi, il y en avait 5 500 000 quand vous avez été élu, il y en a 5 400 000 aujourd'hui. Donc en matière de succès sur le chômage, permettez-moi tout de même d'être dubitative. Elle dit des choses qui sont vraies, elle dit des choses qui sont réelles. Mais le problème, c'est qu'elle tourne autour du pot. Elle ne nous dit pas, elle ne nous explique pas comment elle aurait géré cette dette. Elle essaye de maquiller son manque de connaissances par des chiffres et des données pour en mitoufler tout le monde. Mais ça, c'est mal connaître Emmanuel Macron. Vous-même regardez son visage sur l'écran. Vous nous expliquez que vous avez fait beaucoup d'efforts pour les plus modestes, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 400 000 pauvres supplémentaires sous votre quinquennat. 400 000 pauvres. Nous sommes donc dans un pays où il y a 9 800 000 pauvres au moment où nous nous parlons. Et ça aussi, je suis désolé de vous le dire, c'est votre résultat. Vous nous expliquez que vous êtes très bon en économie, que d'ailleurs les entreprises vous adorent. Très bien. Il y a 85 milliards de déficit de la balance commerciale. Ça, c'est un chiffre, on ne peut pas le pipoter, c'est impossible. Ce qui est un record absolu. Et peut-être le chiffre le plus brutal, le plus cruel pour vous, c'est le chiffre de la productivité. Parce que, en l'occurrence, le chiffre de la productivité, il décroche totalement, M. Macron, à compter de votre élection. Et l'augmentation de la productivité est de 0,1%. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous remarquez qu'il ne la coupe pas du tout. En fait, là, il la laisse s'enfoncer, s'enfoncer. Il a tendance à couper les gens quand ils disent la vérité, souvent. C'est ce que j'ai remarqué. Ou en tout cas, voilà, quand ils disent quelque chose qui, lui, ne l'arrange pas. Mais là, pour le coup, il la laisse. Hein. Ah, il la laisse. Il la laisse nager à contre-courant. Car lorsque vous parlez de baisse d'impôts, vous pensez toujours aux gros et jamais aux petits. Quand vous parlez des baisses d'impôts que vous avez fait pour les Français, vous oubliez de dire que la plus grosse baisse, ça a été évidemment la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est la taxe d'habitation, Madame Le Pen. Et ça a été la baisse. C'est la taxe d'habitation, Et ça a été la baisse. Et vous voyez, là, par contre, il l'interrompt parce que finalement, elle est en train de parler de quelque chose qu'il a fait pendant son quinquennat et qu'il juge ne pas être exact. Et donc là, par contre, il se permet de l'interrompre. Mais vous voyez, sinon, depuis le début, il a laissé s'enfoncer. Et donc, interrompre les gens, c'est un très bon moyen d'asseoir sa légitimité, bah, surtout, en tout cas, de les couper lorsqu'ils disent quelque chose de vrai ou quelque chose de gênant ou quelque chose d'humiliant pour nous ou quoi que ce soit. Donc là, par contre, il se gêne pas pour rectifier. Mais sinon, le reste du temps, il l'a laissé s'enfoncer. Et il va pas se gêner, d'ailleurs, de lui faire remarquer qu'elle n'a pas répondu à la question. Vous-même, regardez. On vous entend débattre sur le financement de vos programmes respectifs. Simplement, Madame Le Oui. Pen, vous le constaterez. En quelques courtes Donc, secondes, Emmanuel Emmanuel Macron. Macron. n'a absolument pas répondu sur le Covid. J'ai expliqué les 600 milliards de dettes ce que c'était. C'est la dette Covid, c'est 600 milliards de dettes. Je l'assume totalement. Parce que, vous savez, on a eu... Et là, il y a un côté encore plus arrogant, c'est qu'il ne lui dit même pas à elle dans les yeux qu'elle n'a pas répondu à la question. Il se retourne pour regarder les journalistes. Vous le voyez ? Madame Le Pen n'a pas répondu. Et en fait, non mais il y a ce niveau de paternalisme, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable parce que pour le coup, il la descend petit feu après petit feu. J'invente carrément des expressions même pour vous parler parce que moi-même je suis dépassée par la situation. Mais franchement, je serais Marine Le Pen, je serais très mal. Très très mal. C'est-à-dire non seulement tu sais que tu ne réponds pas bien, en plus de ça, on te regarde même pas dans les yeux pour te le dire, on le dit à côté en mode regardez. Genre like, look. Oh my God. Parce qu'on a aidé. Mais que vous ayez l'outrecuidance de dire qu'on aide les grands groupes. Mais que les restaurateurs, que les artisans, que les commerçants, que les petits industriels qui nous écoutent aujourd'hui, mais viennent témoigner, viennent vous parler et vous dire qui les a aidés pendant la crise Covid. Qui les a aidés avec le fonds de solidarité, avec le chômage partiel, avec les prêts garantis, avec la prise en charge parfois de leur propre cotisation. C'est le gouvernement. Je suis fier qu'on ait fait ça. C'est l'argent de la nation. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble.
Et là, bah, vous voyez, maintenant, il a eu le temps de réfléchir à son argumentation pendant qu'elle était en train de répondre, pendant qu'il l'écoutait, lorsqu'elle était en train de baratiner un petit peu pour répondre à comment elle gérait cette dette-là. Et donc là, il revient en puissance avec une réponse solide et avec finalement le listing et l'énumération de toutes les actions mises en place, les actions sociales notamment, pour justifier sa dette. Donc en tant que téléspectateur, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ah bah oui, la dette, elle a augmenté parce qu'on a bénéficié de telle et telle et telle et telle et telle aide. Donc encore une fois, il tire la situation à son avantage. On a une question, si vous le voulez bien, sur la laïcité, puisque le temps On est beaucoup presse. plus discipliné qu'il y a 5 ans, Madame Le Pen. Oui, c'est vrai. Écoutez, On voit qu'on vieillit. Je crois que c'est factuel, je serai très respectueux à votre égard. Vous, ça ne se voit pas, moi j'ai peur que ça se voit beaucoup, Madame. Un peu d'humour pour relâcher la tension, mais là, on arrive pour le coup sur le sujet de Marine Le Pen. La laïcité, normalement, c'est censé être un de ses sujets phares. Voyons voir ce qu'elle va nous dire. Alors, le gouvernement a expulsé clandestins, inscrits sur le même fichier, mais pas les étrangers inscrits sur ce fichier. Je pense que il faut les expulser parce qu'il faut protéger évidemment nos compatriotes. Marine Il Le faut Pen. fermer les 570 mosquées radicales. Il ne faut pas se contenter d'une charte de la laïcité qui a été mise en œuvre, mais dont ceux qui refusent de la signer, eh bien, on peut continuer à œuvrer, peuvent continuer à recruter, peuvent continuer à prêcher, peuvent continuer à chercher des financements. Je trouve que nous ne sommes pas assez fermes sur ce sujet parce que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure de la gravité de ce qu'est l'islamisme. j'entends, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les signes religieux. Allez-vous changer la loi? C'est encore plus horrible quand cette fois-ci, c'est la journaliste qui la reprend pour dire qu'encore une fois, elle n'a pas répondu à la question. Et ça, en tant que téléspectateur, quand tu es là et que tu doutes dans un débat et que tu vois qu'à 2 ou 3 reprises, on dit à la candidate qu'elle ne répond pas aux questions, mais tu te dis que quelque part, il n'y a pas le fond. Elle ne sait pas. Et donc, c'est une posture encore plus rabaissante. Donc, bien évidemment qu'Emmanuel Macron peut prendre l'ascendance dessus, surtout s'il a les données. Et ce qui la met aussi dans une posture un peu compliquée, c'est qu'elle parle souvent en première. Alors bon, je sais très bien que c'est pas eux qui choisissent l'ordre de passage, mais le fait de parler en premier, c'est difficile parce que la personne qui parle en dernier, elle a toutes les balles pour te tirer dessus derrière. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté tous tes arguments les uns après les autres et que donc elle est en mesure de tous les contrer les uns après les autres. Et c'est en ça que c'est important et intéressant de parler en dernier lors d'un débat, parce qu'après, tu as toutes les cartes en main pour tirer à balles réelles sur la personne. Alors que là, après, peu importe ce qu'Emmanuel Macron va dire, Marine Le Pen ne peut plus répondre puisque son temps de parole est terminé. Donc même s'il dit n'importe quoi, ça va rester comme ça. Donc je sais pas si vous remarquez, mais on a Emmanuel Macron qui s'avance. En fait, c'est parce qu'il est prêt à répondre. Au début, il était très en retrait. Je t'écoute, vas-y, dis ce que tu as à dire. Et après, boum, il commence à s'avancer sur la table. Et là, tu sais que non, le gars est venu pour gâter. De par sa gestuelle et la manière dont il se rapproche sur la table, c'est ce que ça signifie. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron, que ferez-vous si vous êtes réélu concernant le port du voile dans l'espace public? Resterez-vous au statu quo présent ou changerez-vous la loi? D'abord, je vous écoutais, vous faites avec beaucoup de clarté une démonstration, mais ce qui est inquiétant dans votre démonstration, c'est le chemin qu'elle emprunte. D'une question sur le voile, vous êtes passé au terrorisme pour revenir à l'islamisme et pour aller aux étrangers. Et vous créez un système d'équivalence par votre cheminement qui confond tous les problèmes et qui les entretient. Pour moi, c'est sauvage. Selon moi, c'est une réponse vraiment sauvage. Parce que en des mots très simples, il vient de dire qu'encore une fois, elle n'a pas bien répondu à la question. Mais en plus de ça, tout le monde l'attend sur ce sujet. Tout le monde l'attendait, vu que c'est un des sujets phares de son programme, de sa candidature. On la connaît pour ça, pour ses positions vis-à-vis du voile. Et là, il lui démontre que, mais attends, on parle du voile, après on part sur le terrorisme, on va sur l'islamisme, qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, infantilisation, décrédibilisation, humiliation. Non, franchement, il lui a fait du mal. Dans ce débat, il lui a fait du sale. Waouh! Moi, vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, il l'a tué même. C'est-à-dire que ça m'étonne même pas que les intentions de vote pour lui aient encore plus augmenté, puisque vous-même voyez, il a tué le débat. Il a tué.
française. Personne. En matière Madame Le Pen, d'immigration, pardon, mais vous avez on le parle- plus mauvais bilan, je crois, des 15 dernières années. Madame Le Pen, on parle de religion. Non. C'est une religion. Non mais là, vous me parlez de religion. Vous me parlez d'idéologie qui utilise une religion en France sur Non, le sol c'est une français. idéologie, Oui. c'est pas une religion. Non mais on parle des deux. C'est là où peut-être vous vous trompez. C'est vous qui avez fait la confusion, comme je le pointais tout Non, à non. l'heure. Parce que vous ne pouvez pas expliquer qu'une loi qui interdit le voile dans l'espace public est une voie contre l'islamisme radical. Eh bien si. Ça, les Si. bras m'en tombent. Eh bien les bras vous en tombent peut-être, Monsieur Macron, mais dans tous les pays musulmans où les islamistes ont gagné, ils ont voilé les femmes. Voilà. Madame Le Pen. Donc ça devrait déjà vous interpeller. Madame Et Le d'ailleurs, Pen. dans tous les pays où des pays musulmans qui ont combattu les islamistes, quand ils ont gagné, ils ont dévoilé les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui devrait vous interpeller. Mais, Voilà. alors je sais que vous avez parfois Donc, on convoqué peut des encore figures une fois historiques à être tort. d'accord, mais très Un Bourguiba rapidement. devenu algérien Emmanuel qui Macron, aurait dévoilé. Non, oui, mais vous pas- vouliez faire la guerre avec, Non, avec mais M. pardon. Poutine, donc ça peut arriver d'avoir la langue qui fourche, ne madame- vous abaissez pas à ça. Non, non, c'est en réalité, au demeurant, c'est même pour Bourguiba. Encore une fois, il lui envoie un tac parce qu'elle avait confondu les présidents de la Tunisie et de l'Algérie, il me semble. Et donc, il y avait une petite polémique sur ça parce que les gens disaient que voilà, elle s'était trompée. Et là, elle est en train de lui dire clairement la langue qui fourche, ça arrive, ne vous abaissez pas à ce niveau. Mais vraiment, il utilise tous les moyens pour l'affaiblir, que ce soit ce qu'elle a pu dire par le passé, ce qu'elle a pu dire par le présent, ce qu'elle dit dans les débats, ce qu'elle a dit pendant la campagne, les erreurs qu'elle a faites. Le gars était prêt. Mais vous Emmanuel ne Macron. pouvez pas diviser la France et renvoyer Bon, des millions de on va Françaises pas et de passer Français 10 à minutes cause de leur religion. sur le voile. Confondons Il y a un tout. sujet qui est le sujet de l'immigration dont on n'a pas parlé et c'est bien dommage. Il faut parce qu'on que parle de l'immigration, madame Bernard, des binationaux, des étrangers, Parce des que c'est- économies que vous faites sur Monsieur eux. Parce que c'est un sujet- Emmanuel Macron, vous avez beaucoup d'avance. Marine Le Pen. Et là, ça se voit qu'elle essaie de reprendre le sujet. Et donc, elle lui dit, écoutez, de toutes les manières, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'immigration. Et comme forcément, c'est l'un de ces sujets, c'est facile de basculer la discussion vers ça, parce qu'au moins, elle pourra argumenter avec plus de poigne, avec plus de poids. Donc, c'est une très bonne technique, pour le coup. Alors voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que cette petite analyse du discours présidentiel vous aura plu. C'est très compliqué d'analyser des personnes qui sont à un si haut niveau dans leur prise de parole, parce qu'il est plus facile de voir les défauts et les gens qui ont du mal à s'exprimer que des personnes qui sont vraiment calibrées. Les deux personnes en question se sont vraiment très bien entraînées. Maintenant, il ne faut pas nier le fait que Macron est très fort, que ce soit au niveau de son langage non verbal, mais que ce soit aussi également dans sa capacité à déstabiliser son adversaire. Il est fort, il a tout prévu, il est pointilleux, il est à l'affût de toutes les infos et surtout, il a cet esprit-là de tout de suite capter quand il y a un petit défaut pour rebondir dessus. Et donc, clairement, ça lui permet de se mettre en valeur. Et dans un débat, il faut avoir cette vivacité d'esprit-là, de capter tous les petites bosses, tous les petits trous qu'il y a dans la discussion pour pouvoir, boum, venir les refermer et les revaloriser. Donc, je sais, j'emploie des images très bizarres, mais ma foi, je pense qu'on s'est compris. Pour Madame Le Pen, de son côté, je trouve que elle était plus posée qu'en 2017 dans sa voix, etc. On n'était plus dans les « ouh, ils sont dans les campagnes ». On était dans quelque chose quand même d'un peu plus carré, entre guillemets. Maintenant, le problème, c'est que le fond était trop pauvre. Elle a été pas mal déstabilisée. On se rend compte qu'il lui manque beaucoup de données. En fait, Marine Le Pen, elle est très forte pour critiquer quelque chose qui existe déjà, mais dans le fond, quand maintenant on lui demande de la clarification sur son programme à elle, elle a beaucoup plus de difficultés à défendre toutes ses idées. Donc il y a des gens comme ça, ils sont bien dans l'opposition, ils sont bien dans la critique de ce qui est fait. Mais quand on leur demande concrètement ce que eux font, ça devient un peu plus compliqué. Donc c'est aussi une variable à prendre en compte dans ce débat et c'est un constat que j'ai fait. Maintenant, vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette analyse de discours? Alors, en tout cas, c'est toujours aussi sympa d'analyser les prises de parole des hommes politiques ou quoi. Souvent, on me demande si je coach en prise de parole les politiques. Non, je ne fais pas les politiques, mais en tout cas, si tu es un entrepreneur, si tu as une entreprise, c'est le moment de faire appel au service de Kouman Art Oratoire pour que je m'occupe de ta communication, de tes prises de parole en public, que ce soit des conférences, des interviews, que ce soit tes contenus, vidéo, podcast, tout ce que tu veux que tu as envie de mettre en place pour m'occuper de ton personal branding, pour m'occuper tout simplement de ton image de marque, eh bien fais appel à mes services et on va gérer tout ça. En tout cas, je suis de retour sur YouTube, ça y est, ne vous inquiétez pas, je reviens pour de bon.
N'oubliez pas de télécharger vos e-books, les liens sont dans la barre de description et pour nos amis de Facebook, les e-books sont directement sur le site internet de l'entreprise www.comment-art-oratoire.com. Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la prise de parole en public, la communication et tout ce qui s'ensuit. Bye bye! Ne cherche pas à être éloquente si tu n'as pas confiance en toi. Ne cherche pas à être charismatique si tu ne parles pas avec assurance. Tu as peur de t'exprimer en public? Te limite dans ton ascension professionnelle car tu crains de t'exprimer. Tu as peur de manquer de crédibilité et rate donc de belles opportunités? Stop, on n'arrête plus. Fini l'aisance à l'oral, c'est pas pour moi. Je suis Erin Coney, ta coach en prise de parole et te propose de déconstruire toutes les idées reçues que tu pourrais avoir sur ta capacité à être à l'aise à l'oral. Je vais t'aider à combler cette faille qui t'empêche d'évoluer dans le monde professionnel. Tes prises de parole ne seront plus un instant douloureux, mais bien un événement heureux. Viens vaincre ta peur de parler en public et deviens à l'aise à l'oral avec moi grâce à la méthode Comment Art Oratoire.